Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce JT. En cette rentrée, le gaz et l'électricité sont au cœur de l'actualité. On l'entend au quotidien, les décideurs et les pouvoirs publics sont mobilisés. Mais les mesures de sobriété demandées par le président de la République suffiront-elles à éviter d'éventuelles coupures d'énergie dans les semaines à venir? Quelles sont nos ressources et finalement, à quel prix? C'est ce dont nous allons parler maintenant avec vous, Nicolas Goldberg. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes expert énergie chez Columbus Consulting. Bonjour à vous, Nathalie Mignalet. Bonjour Sandra. Alors vous travaillez à la direction clientèle chez GRDF. On va en parler dans un instant. Mais je voudrais commencer à poser quelques éléments de contexte ensemble, Nicolas Goldberg. Ces tensions d'approvisionnement sur les marchés de l'énergie, le gaz et l'électricité sont liées à la guerre en Ukraine. On en entend beaucoup parler, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer finalement tout ce qui se télescope là ? Rapidement, il faut bien voir que cette crise énergétique et cette montée stratosphérique des prix, on la connaît depuis mi-2021. Mi-2021, on a vu des hausses de prix sur le gaz et l'électricité parce qu'on a eu une reprise mondiale de l'économie après tous les Covid, tous les confinements et autres. En juillet 2021, l'économie a repris brusquement. Et ensuite, bien évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine qu'on connaît malheureusement, qui a joué beaucoup à la hausse sur les prix du gaz parce que ça a ajouté beaucoup d'incertitudes sur les livraisons en gaz. Et le marché n'aime pas l'incertitude, donc des hausses de prix et donc cette course frénétique de tous les pays européens pour remplir leur stockage gaz. Mais il y a aussi une forte tension sur l'électricité. Et je voudrais qu'on essaye de comprendre ensemble, finalement, quelles sont les contraintes de production sur l'électricité aujourd'hui en parallèle. Alors, en parallèle, on a effectivement ce problème sur l'électricité qui est assez spécifique à la France, il faut bien le dire, qui est lié à nos centrales nucléaires. On a choisi de les prolonger jusqu'à 50 ans, voire même plus, et donc il faut engager des travaux pour ça, donc des travaux de grand carénage qui nécessitent d'arrêter chaque réacteur pendant 4 à 6 mois, parfois plus. Et donc ça peut créer une baisse de productivité du parc nucléaire. Ça, c'était complètement anticipé. On savait déjà dans les rapports de 2015-2016 que les hivers entre 2020 et 2025 seraient compliqués à passer parce qu'on aurait ce pic de visite décennale, donc ces arrêts des réacteurs nucléaires, combiné au fait qu'on a fermé beaucoup de centrales fossiles en France ces dernières années. Et alors, imprévu, on a eu aussi des corrosions découvertes sur le parc nucléaire qui font que les réacteurs les plus jeunes et les plus puissants de notre parc nucléaire sont arrêtés. Au niveau du stockage du gaz pour l'année à venir, on est à partir du 1er novembre à 100%. Donc ça veut dire qu'a priori, on n'en manquera pas en France à court terme. Alors là, c'est compliqué. Effectivement, la France a bien rempli ses stockages gaziers, mais j'aimerais préciser que chaque année, la France remplit bien ses stockages gaziers. Cette année, on les a remplis particulièrement vite et particulièrement haut. On va être quasiment à 100%, on est à 93-94% aujourd'hui. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Toutefois, il y a d'autres facteurs d'incertitude qui jouent. S'il fait très froid, il faut voir qu'il y a une certaine saisonnalité, une certaine thermosensibilité dans la consommation de gaz. On pourrait être amené à avoir certaines tensions. Et il faut bien voir que la France n'est pas un pays isolé. Comme on l'a dit, on va devoir exporter du gaz, notamment à l'Allemagne. Donc, si on n'économise pas assez de gaz cet hiver avec la sobriété, si on n'arrive pas à gérer les vagues de froid, si on doit exporter plus de gaz que prévu à l'Allemagne, il pourrait y avoir des tensions sur notre approvisionnement en gaz. Toutefois, la France a fait son travail pour que ce ne soit pas le cas. Tout ça, à quel prix ? C'est un petit peu compliqué de voir quel va être l'impact chez les industriels, parce que ça dépend de quel industriel on parle. C'est-à-dire que pour le chauffage industriel, c'est surtout le gaz qui est utilisé, beaucoup plus que l'électricité. Ça dépend de leur exposition au prix. Quand vous avez des industriels dont les coûts de production dépendent à 70-80% du prix du gaz, là on peut avoir des phénomènes de destruction de la demande. C'est-à-dire qu'ils pourraient être tentés de mettre à l'arrêt leur production pendant quelques mois, j'espère pas pendant quelques années, parce que ça veut dire clairement une fermeture. Ça, c'est un impact qu'on peut avoir au niveau des industriels. Pour des industriels qui sont moins exposés au prix du gaz, on pourra avoir un peu moins ces phénomènes, et surtout il faudra voir comment est-ce qu'ils peuvent répercuter ces prix à l'aval. Parce que si vous avez des prix du gaz qui montent et que vous avez vos coûts de production qui montent, comme on a une inflation galopante en France un petit peu, en Europe surtout, si vous pouvez répercuter les prix de l'inflation à l'aval, finalement vous n'êtes pas tant que ça touché. Donc c'est pour ça qu'au début on voyait beaucoup de destruction de la demande, puis finalement avec l'inflation et le fait que les prix arrivent à être répercutés à l'aval, est-ce qu'on en aura tant que ça ? Ça peut noyer. Et pour le particulier,
particulier ? Alors pour le particulier, c'est un petit peu différent. Mais ça va là encore dépendre des contrats que les particuliers ont souscrits, puisque en gaz, on a toujours un tarif réglementé, donc qui est certes indexé sur le marché, mais qui est réglementé, donc à la main de l'État. Et on a des tarifs pour les particuliers qui sont indexés sur ce tarif réglementé. Vous avez aussi des tarifs pour les particuliers qui sont fixes sur 3 ans. Donc typiquement, si fin 2020, vous aviez souscrit un contrat 4 ans avec votre fournisseur à prix fixe, là, vous avez tout gagné. Enfin, ça veut dire que jusqu'à 2024, vous êtes complètement protégé. Pour ceux qui sont au tarif réglementé, pour l'instant, les prix sont bloqués. Donc il faudra voir que fera le gouvernement pour prolonger le bouclier tarifaire. Je pense qu'ils vont le prolonger un petit peu, mais dans quelle mesure ? Est-ce qu'on n'aura pas quand même certaines hausses ? Et pour les particuliers qui ont des tarifs indexés sur le marché, là, nécessairement, ils vont avoir une hausse qui sera répercutée sur leur facture. D'où l'idée d'arriver à économiser, à isoler, à avoir des chauffages plus efficaces. Rénover, une chaudière, ça se rénove l'été, pas l'hiver. Bon, on entend bien, merci pour toutes ces explications. Je me tourne vers vous, Nathalie Mignalet, vous qui êtes en charge des relations chez GRDF avec les fournisseurs. Vous travaillez, vous, sur ce qui s'appelle le délestage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, à quoi ça sert ? Alors la philosophie du délestage, c'est déjà de venir contrecarrer un risque d'alimentation de l'ensemble des clients. Donc le principe, c'est de demander à des très gros clients de venir interrompre ou diminuer leur consommation ponctuellement. On comprend donc que ça interviendrait plutôt dans une situation exceptionnelle, ou en tout cas à la conjonction de situations exceptionnelles. Sans doute en fin d'hiver, on parlait des stockages juste avant, c'est-à-dire à un moment où il serait plutôt bas, sans doute avec un pic de température qui conduirait à un pic de consommation. Donc pour quelques jours, l'interruption obligée de ces clients-là. Et alors, ces clients-là, quels sont-ils finalement ? Le principe de qui sont ces clients a été défini par un décret assez récent, le 7 avril dernier. Il y est explicitement dit que c'est les clients qui consomment plus de 5 gigawattheures dans l'année écoulée. 5 gigawattheures, j'imagine que ça ne vous parle pas forcément, c'est la consommation de plusieurs centaines de particuliers ou de très gros industriels qui utilisent de manière intensive le gaz dans leur process, ou parmi les plus grandes surfaces de bureaux, donc des très grands clients. Et pour GRDF, ils sont 3900 à peu près. Il y en a également environ 800 côté transport, et en particulier, c'est côté transport qu'on trouve les centrales qui produisent de l'électricité à partir du gaz. Mais parmi ces 3900 clients que vous citez, ces 800 dans le transport, comment vous les choisissez ? C'est par taille, c'est comment ? Tous sont délestables. Le décret a en revanche précisé des catégories au nombre de 4 et un ordre de priorité. En revanche, sur la décision pour placer chacun des sites, puisque là on parle plutôt des sites, dans ces différentes catégories, c'est les préfets qui sont à la manœuvre. Ils s'appuient sur des informations qui sont collectées par les opérateurs de réseau auprès de chacun de ces clients dans une enquête qui s'est terminée début juillet. Nous ne savons pas aujourd'hui répondre à la question de dans quelle catégorie vous serez placé, parce que ces informations sont en train d'être analysées par les préfets. Et la décision sera connue au plus tard, le 1er décembre. Et concrètement, comment ce serait mis en place ? Là aussi, rôle essentiel des transporteurs, puisque c'est eux qui sont garants de l'équilibre du réseau. Donc c'est eux qui déclencheraient le délestage sur toute la France ou sur certaines régions. On peut être dans les deux configurations. Une fois que nous avons cette demande, nous envoyons côté GRDF les ordres de délestage à tous les clients qui auront été ciblés avec ces critères de priorisation que je vous évoquais juste avant. Côté client, il faut préciser qu'ils ont 2 heures, donc c'est un délai très court et ça demande beaucoup de réactivité pour exécuter l'ordre qu'ils auront reçu. Vous pensez qu'on peut l'éviter ? Alors je ne sais pas répondre à cette question. Je pense que c'est important de faire le lien avec ce que Nicolas Goldberg disait précédemment, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait être fait en anticipation, notamment la diversification des approvisionnements et les stockages, c'est fait. Il y a des incertitudes. On s'inscrit dans un système qui est européen, qui ne peut pas être raisonné à la maille France. La sobriété ou d'autres mesures de réduction de la consommation produiront des effets. Seront-ils suffisants face à un aléa auquel on ne peut rien, qui est le climat ? Et puis, dernière incertitude, les besoins côté production électricité, avec un gros point d'interrogation sur le sujet. Il y a une seule question à laquelle je sais répondre, c'est qu'on s'est préparé à cette éventualité. Vous, Nicolas Goldberg, vous y croyez à un éventuel blackout énergétique ? Un blackout généralisé sur tout le pays, pas du tout. Maintenant, des coupures, des interruptibilités sur le gaz, des coupures peut-être tournantes sur l'électricité pour les particuliers,
Aujourd'hui, il faut bien voir que c'est du domaine du possible. Donc bien évidemment, on fait tout pour l'éviter, d'où la communication qu'on peut avoir sur la sobriété, qu'est-ce qu'on peut faire, les accords européens, le fait qu'on ait rempli les stockages gaz, l'alerte éco-watt que RTE veut mettre en place. Donc on fait tout pour l'éviter, mais c'est du domaine du possible, ça va dépendre beaucoup de la météo. Ensuite, il y a un phénomène non désirable qu'aujourd'hui on n'arrive pas à maîtriser, c'est tout ce qui va être destruction de la demande par les prix. On a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui nous disent qu'ils vont interrompre leur production. C'est le cas de Duralex, c'est le cas d'Ascoval. Tous ces industriels consommaient énormément de gaz et d'électricité. Donc si on a une destruction de la demande comme ça par le marché non désiré, est-ce qu'on aura vraiment besoin de délester en plus, que ce soit en électricité, en gaz? On ne sait pas, ça va vraiment dépendre de la météo. Il faut que tout le monde sache que c'est possible, mais ce n'est pas pour ça que ça va arriver et on ne souhaite pas que ça arrive et tout le monde s'y prépare. Merci beaucoup à vous, Nicolas Goldberg, pour toutes ces explications. Merci à vous, Nathalie Mignalet. C'est la fin de notre JT. Restez connectés sur Act4Gaz pour suivre l'évolution du contexte énergétique dans les semaines à venir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.